Le briefing que personne ne vous a donné. Le Pentagone a simulé la guerre sur le sol américain des centaines de fois. Ils ont fait les calculs pour chaque ville majeure. Quel réseau électrique s'effondre en premier? Quelle autoroute se transforme en piège mortel en 45 minutes? Quels quartiers sont évacués? Et lesquels sont discrètement considérés comme des pertes acceptables? Ils ont un plan. Ils ont des bunkers. Ils ont des listes de priorités. Votre ville est sur l'une de ces listes. Vous ne savez juste pas où. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Tout ce qui figure dans cette vidéo provient des propres documents du gouvernement, de rapports déclassifiés de la FEMA, d'évaluations publiques du département de la Défense et de témoignages devant le Congrès que vous pouvez lire vous-même. Je ne suis pas ici pour vous dire quel pays attaque. Cela n'a pas d'importance. L'infrastructure est la même. La fragilité est la même. La vitesse de l'effondrement est la même. Nous ne débattons pas de probabilité. Nous ne discutons pas de politique. Nous vous montrons ce qui se passe si la guerre atteint votre ville ce soir. Minute par minute, système par système, ville par ville, avec des noms que vous reconnaissez et des chiffres que vous pouvez vérifier. Le gouvernement sait déjà comment se déroulent les 60 premières minutes. Ils l'ont répété. Ils ont construit des centres de commandement souterrains pour cela. Les seules personnes qui n'ont pas vu la simulation sont les 60 millions d'Américains vivant dans les zones cibles prioritaires. Cela change maintenant. Considérez ceci comme votre briefing, les 5 facteurs qui décident si votre ville survit. Avant de lancer le chronomètre, vous devez comprendre comment les villes se brisent. Toutes les villes ne sont pas égales. Certaines tiennent pendant des jours, d'autres ne dureront pas une heure. La différence réside dans 5 facteurs que les planificateurs militaires calculent depuis la guerre froide. Proximité des cibles militaires. Le FEMA 181-16 est un document déclassifié répertoriant chaque cible nucléaire sur le sol américain. Les champs de missiles ICBM du Montana, du Wyoming, du Dakota du Nord, du Colorado et du Nebraska transforment de vastes pans du cœur du pays en zone de frappe primaire. Chaque base militaire, chaque centre de commandement, chaque installation stratégique a un rayon d'action. Si vous vivez à moins de 50 miles, 89 miles, de l'un d'entre eux, vous êtes dans la zone de risque primaire. Pas la zone de déflagration, mais la zone où l'effondrement des infrastructures devient statistiquement probable. Dépendance aux infrastructures. Combien de sources d'énergie alimentent votre ville? Une seule ligne ou 5? Combien de sources d'eau? Las Vegas tire 90% de son eau du fleuve Colorado. Coupez cela et 2,2 millions de personnes dépendent de ce qui se trouve dans leurs tuyaux et leurs chauffe-eau. Comparez cela à une ville disposant de 3 sources d'eau indépendantes et de 2 réseaux électriques de secours. C'est ce qu'on appelle la redondance. Et dans le pire des scénarios, la redondance est la différence entre une mauvaise semaine et un effondrement sociétal. Population versus capacité d'évacuation. Prenez la population de votre ville et divisez-la par la capacité en véhicules de chaque itinéraire de sortie. Cela vous donne un calendrier d'évacuation. Manhattan compte 1,6 million d'habitants, 4 ponts et 4 tunnels. L'estimation d'une évacuation complète dépasse les 72 heures dans des conditions idéales, sans panique, sans embouteillage, sans accident. En réalité, Manhattan devient une île de civils bloqués en moins de 3 heures. Houston l'a prouvé lors de l'ouragan Rita en 2005. 3,7 millions de personnes ont tenté d'évacuer. Les autoroutes sont restées bloquées pendant 24 heures. Les gens sont tombés en panne d'essence dans les bouchons. Et c'était pour un ouragan qu'ils avaient vu venir 5 jours à l'avance. La guerre ne vous donne pas 5 jours. Concentration des infrastructures critiques. Si les centrales électriques d'une ville, le traitement de l'eau, les centres de télécommunications et les hôpitaux sont regroupés dans un rayon étroit, une seule frappe crée un effondrement en domino. Un seul impact neutralise simultanément l'électricité, le traitement de l'eau et les communications. Le Texas dispose d'infrastructures distribuées. Ce n'est pas le cas de New York. Cette seule différence change tout lors de la première heure. Position de défense géographique. Les villes côtières sont accessibles par la mer, vulnérables aux frappes navales et à la perturbation des ports. Les villes de l'intérieur ont des barrières naturelles, mais celles-ci s'accompagnent de compromis. Denver a des montagnes mais peu d'eau. Phoenix a des barrières désertiques mais de l'eau acheminée par pipeline sur des centaines de kilomètres à travers des infrastructures exposées. Les villes portuaires comme New York, LA, San Diego et Norfolk
sont à la fois des cibles commerciales et militaires, ce qui les place en tête de toutes les évaluations de menaces jamais écrites. Gardez ces 5 facteurs à l'esprit. Nous allons les utiliser. Minute zéro. Qu'est-ce qui frappe avant la première bombe? La guerre moderne ne commence pas par une explosion. Elle commence silencieusement 72 heures avant la première frappe cinétique. Et la majeure partie du pays ne s'en apercevra même pas. La première offensive est cybernétique. Les systèmes SCADA, le système nerveux numérique contrôlant les réseaux électriques, le traitement de l'eau, la pression des pipelines et les vannes des barrages, sont touchés en premier. Ces systèmes ont été conçus pour l'efficacité, pas pour la sécurité. Beaucoup fonctionnent avec des logiciels du début des années 2000. Une attaque coordonnée les frappe simultanément dans plusieurs États. Le réseau n'explose pas. Il commence à mal se comporter. Les relevés de pression grimpent en flèche dans les installations de traitement de l'eau. Les routes de distribution d'électricité surchargent. Les systèmes de contrôle des aéroports affichent des données incorrectes. Rien de tout cela ne ressemble à une attaque. Cela ressemble à des pépins techniques sans lien entre eux qui se propagent à travers le pays un mardi quelconque. Le GPS suit. Brouillage sélectif et usurpation, spoofing. La carte de votre téléphone vous fait tourner en rond. Les distributeurs automatiques tombent en panne car les horloges de transaction reposent sur la synchronisation GPS. Les banques, les bourses et les réseaux logistiques utilisent tout le GPS pour l'horodatage. Lorsque cette synchronisation se brise, les transactions financières échouent. Les chaînes d'approvisionnement perdent leur suivi, la navigation devient peu fiable, et personne ne fait le lien, car personne ne s'attend à ce que la guerre commence par un bug de son application Uber. Pendant ce temps, les satellites ont déjà cartographié chaque cible, chaque installation militaire, chaque poste électrique, chaque pont et chaque tunnel. L'ennemi n'a pas besoin de renseignements en temps réel. Il les possède depuis des mois. La fenêtre de 72 heures ne sert pas à collecter des informations. Elle sert à positionner les ressources et à attendre que la fragilisation des infrastructures atteigne une masse critique. Maintenant, le scénario qui empêche les planificateurs militaires de dormir, l'impulsion électromagnétique. Un seul engin nucléaire explosant entre 30 et 400 km au-dessus de la zone continentale des États-Unis ne tue personne directement. Pas de boule de feu, pas de champignons nucléaires. Juste une onde électromagnétique qui se propage d'une côte à l'autre en une fraction de seconde, grillant chaque circuit électronique non protégé qu'elle touche. Chaque véhicule moderne doté d'une gestion moteur électronique est mort. Chaque smartphone est mort. Chaque pompe à eau, ventilateur d'hôpital, feu de signalisation, unité de réfrigération et tour de communication est mort. Le rapport de la commission EMP de 2008, soumis au Congrès et accessible au public, estimait que dans les 12 mois suivants une attaque EMP réussie, jusqu'à 90% de la population américaine pourrait périr. Pas à cause de l'explosion, mais à cause de l'effondrement des infrastructures qui s'ensuit. Plus de purification d'eau, plus de transport de nourriture, plus d'équipement médical. 330 millions de personnes renvoyées au XVIIIe siècle en un clin d'œil. Qu'est-ce qui fonctionne encore après une EMP? Les véhicules fabriqués avant 1970 sans composants électroniques, les montres mécaniques, les radios AM/FM simples alimentées par piles, les lampes de poche avec des ampoules à incandescence. C'est à peu près tout. L'Américain moyen met 3 à 7 minutes pour comprendre que quelque chose ne va pas fondamentalement. Premier réflexe, vérifier son téléphone, puis les réseaux sociaux, puis la confusion. S'il s'agit d'une EMP, le téléphone n'est déjà plus qu'une brique. La source d'information la plus proche est une radio AM/FM à pile, si vous en avez une. La plupart des gens n'en ont pas. Ces 3 à 7 minutes de confusion sont la fenêtre dorée. Ce que vous faites et ce que vous ne faites pas définit la trajectoire de tout ce qui suit. Le compte à rebours est lancé. Minute 5, les dominos commencent à tomber. Les infrastructures modernes ne se dégradent pas en douceur. Elles s'effondrent en séquence. Chaque tuile qui tombe fait tomber la suivante plus rapidement. Le réseau électrique part en premier. Les États-Unis reposent sur 3 interconnexions majeures, l'Est, l'Ouest et l'Air Côte, couvrant la majeure partie du Texas. Elles équilibrent la charge entre les régions jusqu'à ce que le déséquilibre dépasse la capacité de compensation. Alors, tout lâche. La panne de courant du Nord-Est de 2003 l'a prouvé à grande échelle. Un simple bug logiciel chez une compagnie d'électricité de l'Ohio
a déclenché une cascade qui a coupé l'électricité pour 55 millions de personnes dans 8 États et des parties du Canada. Il a fallu 2 jours pour la rétablir. C'était un accident, une défaillance involontaire. Imaginez maintenant cela intentionnel, ciblé et coordonné sur plusieurs nœuds du réseau simultanément. Le détail qui empêche les analystes d'infrastructures de dormir, les grands transformateurs de puissance, fabriqués sur mesure. Pas de réserve stratégique, pas d'entrepôt de pièces de rechange. Chacun prend 12 à 18 mois pour être fabriqué. Détruisez-en un délibérément et sa zone de service devient noire. Pas pour des jours, pas pour des semaines, mais pour plus d'un an. La pièce de rechange n'existe pas encore. L'eau suit en quelques minutes. Les systèmes municipaux dépendent de pompes électriques pour maintenir la pression. Les châteaux d'eau alimentés par gravité contiennent 24 à 48 heures de réserve, mais les usines de traitement des eaux ont besoin d'électricité pour le dosage chimique, le traitement UV et la filtration. En l'espace de 6 à 12 heures, ce qui coule de votre robinet est de l'eau de source brute non traitée. Selon l'approvisionnement de votre ville, cela signifie des sédiments de rivière, une contamination bactérienne ou pire. Vous ne verrez pas la différence en ouvrant le robinet. L'eau aura l'air identique. Elle ne l'est pas. Lorsque la pression de l'eau descend sous le seuil critique, la lutte contre les incendies meurt. Les sprinklers dans les bâtiments et les bornes d'incendie à chaque coin de rue dépendent tous d'une pression qui n'existe plus. Tout incendie qui se déclare après cela, à cause d'une fuite de gaz, d'un accident de voiture ou d'une bougie renversée dans un appartement sombre, brûle sans contrôle et personne ne viendra l'éteindre. Les hôpitaux fonctionnent sur des générateurs de secours avec 72 heures de carburant. C'est 3 jours d'électricité pour les ventilateurs, les blocs opératoires, les banques de sang, les médicaments et la réfrigération. Après cela, les hôpitaux s'éteignent. La chaîne de réapprovisionnement qui livre normalement le diesel repose sur le même réseau qui vient de s'effondrer. Les tours de téléphonie cellulaire tiennent 4 à 8 heures sur batterie de secours. Ensuite, votre téléphone n'est plus seulement incapable de se connecter. Il n'y a plus de réseau du tout. 85% des lignes terrestres américaines sont passées à la VoIP, qui dépend d'Internet. Si Internet meurt, elle meurt. Les vieilles lignes analogiques en fil de cuivre fonctionneraient encore, mais elles ont été déclassées dans la plupart des zones. Les centres de données tiennent 24 à 72 heures sur générateur. Après cela, plus d'emails, plus de sites web, plus de résolution DNS. Internet ne ralentit pas. Il cesse d'exister. 4 à 8 heures après l'événement, la communication tombe à zéro. Vous ne pouvez appeler personne. Vous ne pouvez envoyer de SMS à personne. Vous êtes fonctionnellement seul. Même si votre voisin est à 6 mètres derrière un mur, les stations-service ne peuvent pas pomper sans électricité. Ce qui se trouve dans votre réservoir est votre autonomie totale. Un demi-réservoir vous donne environ 150 miles, 240 km. C'est tout. Les métros perdent le courant avec des passagers piégés sous terre. Les bus sont bloqués dans les intersections sans contrôle de la circulation. Les aéroports ferment. Les radars, les tours de contrôle et l'éclairage des pistes ont tous besoin du réseau électrique. Chaque défaillance accélère la suivante. C'est la cascade. Et tout se passe entre la 5e et la 15e minute. Au moment où la personne moyenne réalise qu'il ne s'agit pas d'une panne de courant normale, la fenêtre pour agir facilement a déjà commencé à se refermer. Minute 15, la fenêtre de panique s'ouvre. Maintenant, la variable humaine entre en jeu. La physique était prévisible. La psychologie ne l'est pas. Les achats de panique commencent. Nous avons des données réelles là-dessus. Pendant le Covid, la première vague d'achats de panique a commencé dans les 45 minutes suivant les annonces majeures. Les rayons ont été vidés à 70% en quelques heures. Et c'était une pandémie qui s'est déroulée sur des semaines sans dommages aux infrastructures. Rapportez cela à un scénario où les lumières sont éteintes, les téléphones sont morts et le mot « guerre » est hurlé sur toutes les fréquences AM. Les analystes comportementaux estiment le multiplicateur de panique à environ 10 fois. Les étagères des épiceries contiennent 3 à 5 jours de consommation normale, une caractéristique des chaînes d'approvisionnement en flux tendu. Walmart, Kroger et Costco fonctionnent tous sur un réapprovisionnement continu qui garde juste assez de produits pour la demande attendue jusqu'au prochain camion. C'est brillamment efficace en semaine normale,
mais fatale quand les camions s'arrêtent de venir. 3 à 5 jours de stock sont consommés en 2 à 3 heures. Le paiement s'effondre en même temps que l'approvisionnement. Les terminaux de points de vente ont besoin d'Internet et d'électricité. Les cartes de crédit deviennent du plastique inutile. Les distributeurs sont éteints. L'argent liquide est la seule monnaie et l'Américain moyen porte moins de 50 $. Le système médical se noie simultanément. Les États-Unis comptent 2,8 lits d'hôpital pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur à la moyenne de l'OCDE de 4,4. L'occupation normale est de 75 à 80%, ne laissant presque aucune marge de manœuvre. Un scénario de guerre crée une demande 50 à 100 fois supérieure à la normale. Traumatisme, incidents cardiaques, accidents de la route, brûlures et blessures par écrasement dues aux foules paniquées. Les services d'urgence atteignent leur capacité en quelques minutes. Le triage commence, et pas celui de la salle d'attente. Étiquette verte, blessé léger, attendez. Jaune, grave, traité quand les ressources le permettent. Rouge, critique, traitement immédiat si disponible. Étiquette noire, en attente, expectant. C'est le terme clinique pour les personnes qui mourront, quel que soit le traitement, et qui n'en recevront donc aucun. C'est brutal, mais c'est aussi la procédure opérationnelle standard dans le plan de perte massive de chaque hôpital américain. Les générateurs peuvent tenir, mais la chaîne d'approvisionnement est rompue. Les livraisons de médicaments s'arrêtent. Les banques de sang sont limitées. Le matériel chirurgical s'épuise en quelques heures, pas en jours. Le délai d'intervention normal de la police est de 7 minutes. Dans ce scénario, c'est 45 minutes ou rien. Le 911 explose 100 fois au-dessus de sa capacité. Pendant Katrina, 40 à 60% des forces de l'ordre, dans les zones les plus touchées, ont abandonné leur poste. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était l'instinct de protéger leur propre famille quand le système s'effondre autour d'eux. Minute 15 à 30, la sécurité est entièrement de votre responsabilité. Minute 30, les villes qui tombent en premier. Il est temps d'utiliser de vrais noms. Cible primaire. Les actifs de commandement militaire sont frappés en premier. Washington, D.C. est la cible numéro 1 dans pratiquement toutes les simulations de guerre. La population métropolitaine dépasse les 6 millions d'habitants. Le Beltway devient un parking en quelques minutes. Les ponts du Potomac sont immédiatement saturés. Le gouvernement a un plan pour les personnes à l'intérieur des installations sécurisées. Pour tous les autres, soyez ailleurs avant que ça ne commence. Norfolk, Virginie. La base navale de Norfolk est la plus grande base navale de la planète et le port d'attache de la flotte de l'Atlantique. Les zones civiles sont directement adjacentes aux installations militaires sans séparation nette. Une frappe sur Norfolk touche 300 000 civils, que ce soit intentionnel ou non. San Diego, Californie, hub de la flotte du Pacifique et Camp Pendleton juste à côté. Coincé entre l'océan et les montagnes avec des couloirs limités vers le nord, l'I-5 et l'I-15 s'obstruent. La ville devient un goulot d'étranglement sans soupape de sécurité. Colorado Springs, Colorado. Le NORAD, à l'intérieur de Cheyenne Mountain, est taillé dans le granit pour survivre à une frappe nucléaire. Les actifs militaires survivent à tout. Les 500 000 civils qui les entourent sont un autre calcul. Vivre à côté de l'installation la plus protégée d'Amérique du Nord fait de vous le voisin de l'une des cibles les plus précieuses de la Terre. Omaha, Nebraska. L'US Stratcom à la base aérienne d'Offutt est le centre névralgique de l'arsenal nucléaire américain. Le commandement et le contrôle des armes nucléaires passent par cette ville moyenne du Midwest à laquelle la plupart des Américains ne pensent jamais. Cible secondaire, nœuds économiques et d'infrastructures. New York, Wall Street et la Federal Reserve Bank de New York. Avec 8 millions d'habitants dans les arrondissements et 20 millions dans la zone métropolitaine, le métro dépend de l'électricité. Si le réseau tombe en panne, des centaines de milliers de personnes sont piégées sous terre. Les ponts et tunnels deviennent impraticables dans l'heure. Manhattan devient une île d'une manière que ses habitants n'auraient jamais imaginée. Houston, Texas, capitale de l'infrastructure énergétique. Les raffineries le long du chenal traitent une part massive de l'approvisionnement national en carburant. Frappez le couloir des raffineries et vous gelez le carburant pour tout le pays. Rita a déjà prouvé que le réseau autoroutier ne peut pas supporter un exode massif. 3,7 millions de personnes ont essayé et le système a lâché. Los Angeles, Californie, les ports de LA et de Long Beach traitent environ 40% de toutes les importations américaines.
Détruisez-les et vous coupez la moitié de la capacité d'importation du pays. La géographie du bassin. Plus le trafic légendaire signifie que la ville devient impraticable dans les 30 minutes suivant une crise. Chicago, Illinois. Plus de fret ferroviaire passe par Chicago que n'importe où ailleurs dans le pays. OR, la convergence des autoroutes est la boîte de jonction du commerce américain. S'ils sont perturbés, les chaînes d'approvisionnement à travers le Midwest se brisent. Seattle, Washington, Boeing, Amazon, Microsoft et la base conjointe Lewis McCord. La technologie, l'aérospatiale et le militaire sont tous concentrés dans une seule zone métropolitaine. Plusieurs objectifs stratégiques dans une seule cible. Votre ville figure-t-elle sur cette liste? Sinon, êtes-vous assez proche d'une qui y figure? Le rayon d'explosion et la perturbation des infrastructures ne respectent pas les panneaux de limite de ville. Minute 45. Qui est sauvé et qui est laissé pour compte? Tout le monde ne sera pas sauvé. Non pas parce que le gouvernement ne le veut pas, mais parce qu'il ne le peut pas. 330 millions de personnes, des ressources limitées et des menaces simultanées. Des choix ont été faits bien avant ce soir. La continuité du gouvernement s'active automatiquement. Les hauts fonctionnaires, les membres du Congrès, les secrétaires de cabinet, les juges de la Cour suprême et les hauts commandants militaires se déplacent vers des lieux sécurisés en quelques minutes. Ils sont prédésignés, prépositionnés et préinformés. Mount Wether, Virginie, ville souterraine de la FEMA dans les Blue Ridge Mountains, avec logement, communication, décontamination et des mois de fourniture. Raven Rock, Pennsylvanie. Le Pentagone souterrain conçu pour survivre à une frappe nucléaire directe et maintenir le commandement même si DC cesse d'exister. Cheyenne Mountain, Colorado. Le NORAD derrière des portes blindées de 25 tonnes montées sur ressort pour absorber les ondes de choc. Il est construit pour continuer à fonctionner quand tout le reste a disparu. Ensuite, il y a l'avion de l'Apocalypse, le 6B Mercury, pour le commandement et le contrôle nucléaire aéroporté. Si le président ne peut pas atteindre un lieu sécurisé au sol, le commandement se poursuit à 40 000 pieds d'altitude. La chaîne de commandement ne se brise jamais, peu importe ce qui se passe au sol. Ce sont les personnes qui sont sauvées. Ces installations ont été construites pour survivre. Le financement provient de la même base fiscale que les écoles et les casernes de pompiers qui sont abandonnées dès la première heure. Hiérarchie régionale des priorités de la FEMA. Premièrement, les installations militaires et stratégiques. Deuxièmement, les nœuds d'infrastructures critiques, comme l'énergie, les télécoms et les transports. Troisièmement, les zones civiles à forte population s'il reste des ressources après les deux premières. Ceci est le mot qui devrait vous inquiéter. Dernier point, les zones rurales et isolées censées être autosuffisantes. C'est un langage bureaucratique pour dire « vous êtes livré à vous-même ». La garde nationale met 4 à 12 heures pour se mobiliser. L'activation fédérale nécessite un ordre présidentiel. Dans les 60 premières minutes, le soutien militaire aux zones civiles est nul. Vous appelez le 911, pas de réponse. Vous attendez la police, ils ne viendront pas. Vous attendez les militaires, ils protègent de la structure de commandement. Les 60 premières minutes n'appartiennent qu'à vous. La liste de classement, tier list, où se situe votre ville. 5 facteurs appliqués à chaque grande ville américaine. Un rang pour chacune. Trouvez le vôtre. Rang F. Cible primaire, dépendance sévère, capacité d'évacuation minimale. Les 60 minutes les plus dangereuses du pays. Washington, D.C., Norfolk, San Diego, Colorado Springs, Omaha. Rang C, risque élevé, multiples facteurs de vulnérabilité, exposition importante des infrastructures. New York, Los Angeles, Houston, Honolulu, île isolée, dépendance totale aux approvisionnements. San Francisco, géographie de péninsule, vulnérabilité sismique. Rang B, risque modéré, vulnérabilité présente mais compensée par des avantages géographiques ou structurels. Chicago, hub intérieur, multiples couloirs de sortie. Dallas-Fort Worth, présence militaire, dispersion étendue. Phoenix, position intérieure compensée par une vulnérabilité extrême à l'eau. Atlanta, hub logistique, infrastructure distribuée. Miami, exposition côtière, mais pas une cible stratégique primaire. Rang A, risque plus faible, facteur majoritairement favorable, valeur de cible stratégique limitée.
Denver, barrière montagneuse, avantage d'altitude, bien que les champs d'ICBM à proximité ajoutent un risque périphérique. Minneapolis, intérieur, faible valeur de cible, multiples sources d'eau. Nashville, infrastructure distribuée, pas un nœud stratégique critique. Raleigh-Durham, population modérée, multiples routes de sortie. Columbus, ressources de capital d'État à l'intérieur des terres. Rang S, les plus résilientes, éloignées des cibles, système redondant, faible densité, autosuffisance potentielle. Boise, intérieur, autosuffisance agricole, barrière montagneuse. Fayetteville, Arkansas, faible profil stratégique, région agricole. Burlington, Vermont, petite population, option d'évasion par la frontière. Duluth, Minnesota, isolé, accès à l'eau des Grands Lacs, faible valeur de cible. Cheyenne, Wyoming, petite population, base agricole, bien que la proximité des ICBM soit un bémol. Maintenant, en rafale. 50 villes. Écoutez pour la vôtre. Anchorage, rang B, présence militaire mais l'isolement extrême sert de tampon. Albuquerque, rang B, risque lié à la base Kirtland mais à l'intérieur des terres. Austin, rang B, hub technologique en croissance mais pas une cible primaire. Baltimore, rang C, proximité de DC et valeur portuaire. Birmingham, rang A, intérieur, faible profil stratégique. Boston, rang C, histoire navale, densité portuaire. Charlotte, rang A, hub bancaire intérieur mais faible valeur militaire. Cincinnati, rang A, intérieur, accès à l'eau de la rivière. Cleveland, rang B, héritage industriel, eau des Grands Lacs. Detroit, rang B, valeur manufacturière, position frontalière. El Paso, rang B, présence de Fort Bliss, frontière. Indianapolis, rang A, intérieur, bon réseau autoroutier. Jacksonville, rang B, base navale, côtier. Kansas City, rang A, hub agricole intérieur, faible valeur de cible. Las Vegas, rang C, vulnérabilité extrême à l'eau, source unique. Louisville, rang A, valeur logistique intérieure, mais faible cible militaire. Memphis, rang A, hub FedEx, accès au Mississippi. Milwaukee, rang A, eau des Grands Lacs, intérieur. Nouvelle-Orléans, rang C, vulnérabilité extrême des infrastructures, sous le niveau de la mer. Oklahoma City, rang B, risque lié à la base Tinker, dispersion intérieure. Orlando, rang B, faible valeur stratégique, Floride intérieure. Philadelphie, rang C, population dense, infrastructure vieillissante. Pittsburgh, rang A, intérieur confluent de rivières. Portland, rang B, port secondaire, risque de subduction de Cascadia. Providence, rang A, petite métropole, faible valeur de cible. Sacramento, rang B, capitale d'État, Californie intérieure. Salt Lake City, rang B, Bays Hill, barrière montagneuse. San Antonio, rang B, multiples installations militaires, géographie étendue. Saint Louis, rang B, intérieur, accès au Mississippi. Tampa, rang C, Bays McDill et CENTCOM, côtier. Tucson, rang B, Bays Davis, montagne, tampon désertique. Virginia Beach, rang C, adjacente au complexe naval de Norfolk. Stop. Trouvez votre ville. Quel rang? Vous ne pouvez pas changer le rang de votre ville. Vous ne pouvez pas déplacer Norfolk loin de sa base navale, ni donner plus de ponts à Manhattan. Mais vous pouvez changer ce que vous faites dans les 60 premières minutes. Et cela change tout. Les 3 seules choses qui comptent dans la première heure. 22 minutes de ce qui casse, tombe et brûle. Maintenant la question. Que dois-je faire concrètement? 3 choses, pas une liste de 100 articles. 3. Numéro 1. Rassembler des informations. 5 premières minutes. Les gens qui paniquent sont ceux qui ne savent pas ce qui se passe. La panique est un symptôme d'un vide informationnel. Votre source après une EMP ou une panne de réseau n'est pas votre téléphone. C'est une radio AM/FM à pile. Les canaux météo de la NOAA diffusent des messages d'urgence. Les émetteurs AM portent à des centaines de miles. Une fois stockés dans une cage de Faraday, une poubelle en métal avec un couvercle étanche doublé de carton, elle survit à une EMP et vous donne la seule chose que 99% de la population n'aura pas.
L'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Où? Et à quel point est-ce grave? Cette connaissance est le foundation de chaque décision qui suit. Numéro 2. L'eau. 15 premières minutes. Les pompes municipales tombent en panne dans les 4 à 8 heures. Cette fenêtre est votre seule chance de faire des réserves. Au moment où vous comprenez que quelque chose de grave est arrivé, chaque récipient doit être rempli. Baignoire, casserole, seau, bouteille et la machine à laver. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Votre chauffe-eau contient entre 40 et 80 gallons, 150 à 300 litres, d'eau propre et potable avec un robinet de vidange au fond. Rationné à 1 gallon par personne et par jour, cela permet à une famille de 4 de rester en vie pendant 10 jours. La plupart des gens ne penseront jamais à y accéder. 4 à 8 heures après la panne du réseau, votre robinet ne produira plus rien. Cette fenêtre est votre assurance vie. Numéro 3, la décision. 30 premières minutes. Rester ou partir. Après 45 minutes, les autoroutes des grandes métropoles sont bloquées. Après 60, la plupart des sorties sont impraticables. La fenêtre d'évacuation est de 30 à 45 minutes. Et elle se referme pendant que vous essayez encore de comprendre ce qui s'est passé. Partir nécessite une préparation avant la crise. Un itinéraire prédéterminé, pas votre trajet habituel. Un itinéraire d'évacuation avec 2 alternatives. La connaissance de votre niveau de carburant. Un demi-réservoir vous donne 150 miles. C'est votre rayon d'action. Rester nécessite une préparation différente. Sécuriser la maison. Remplir les réserves d'eau. Établir le contact avec les voisins. Identifier les ressources partagées et les vulnérabilités communes. Transformer une résidence normale en une position autosuffisante. Les 2 décisions sont valables. Aucune n'est universelle. Mais l'une d'entre elles doit être prise dans les 30 minutes. Soit vous partez tôt, soit vous ne partez pas du tout. Les modèles de congestion ne permettent pas l'indécision. Information, eau, décision. Tout le reste est secondaire. Ces 3 éléments ont des minuteries déjà lancées. Et quand ces minuteries atteignent 0, les options disparaissent moins. Le briefing est terminé. Il simule cela depuis des décennies. Jeux de guerre, modèles de défaillance de réseau, cascades d'évacuation, matrices de triage de population. Ils ont des plans, des bunkers et des listes de priorités qui classent les villes et qui reçoivent des ressources en premier, celles qui attendent et celles qui sont discrètement acceptées comme des pertes du premier tour. Votre ville est sur l'une de ces listes. Les quartiers que vous traversez en voiture, les écoles que vos enfants fréquentent et les hôpitaux où vous supposez pouvoir aller sont classés, notés et triés. Jusqu'à il y a 26 minutes, vous n'aviez aucune idée de votre position. Maintenant, vous le savez. La question n'est pas de savoir si cela pourrait arriver. La question est de savoir si vous ferez quelque chose des 30 minutes d'avertissement que vous venez de vous donner. Mais la guerre n'est pas le seul scénario qui brise ces systèmes. La fragilité des infrastructures que vous venez de découvrir n'a pas besoin d'un missile. Elle a besoin d'un choc économique suffisant, d'une perturbation des approvisionnements assez grave ou d'un hiver assez rude frappant le mauvais réseau au mauvais moment. Et les données de 2026 montrent déjà des fractures de stress dans le système de distribution alimentaire américain qui n'ont rien à voir avec des ennemis étrangers. 10 États montrent des indicateurs précoces que leur chaîne d'approvisionnement alimentaire pourrait non plier, et certains sont ceux auxquels vous ne vous attendriez jamais. Restez vigilants, soyez prêts et quoi que vous fassiez, ne mettez pas trop de temps à prendre votre décision. Si ce briefing a changé votre regard sur les infrastructures entourant votre domicile, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous nous consacrons à révéler l'histoire stratégique et les risques futurs qui ont été tenus à l'écart du public. Semez les graines de votre propre préparation. Le prochain chapitre de la simulation sera bientôt révélé.